d'évoquer donc la pertinence de la data dans la supply chain. Elle ne serait rien sans l'humain. Elle est faite par les métiers et pour les métiers, et ce n'est pas qu'une question de technologie ou d'outils. C'est notre deuxième conférence. Vos questions donc à mon nouvel invité. Bonjour Yacine et Sally. Bonjour à tous, j'espère que vous Alors, vous êtes m'entendez bien. consultant de nouvelles technologies supply chain chez IBM. Alors, la réflexion autour de la data est très majoritairement portée par la DSI, ce qui amène souvent à des projets et des pilotes qui ne trouvent pas ou peu d'adhésion de la part des opérationnels métiers. Une digitalisation est une réalité, mais elle est pleine de nuances. Ça, on peut le dire. Vous prenez, vous, à revers l'approche IT classique et vous allez nous expliquer comment, avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire de quel constat vous partez pour avoir cette approche? Oui, merci. Donc j'espère que vous m'entendez bien. C'est Oui, oui, vrai on vous entend. que Ça coupe un petit peu, mais on vous entend. l'expérience, oui, ok. Donc l'expérience fait que, oui, on a testé cette approche IT venant d'un acteur IT technologique. Donc bon, on était les premiers à pousser les data warehouse, les data lake, qui sont devenus des data marécages, etc. Mais voilà, l'expérience a poussé à ce qu'on puisse partir du métier et de faire. Pourquoi c'est venu comme ça? C'est un constat. Le premier, c'est que oui, il y a une promesse de la data qui est data, c'est le fuel qui permettra d'avoir une supply chain agile, plus résiliente, etc. Et cette promesse de nouvelle or noire, au final, Mhm. n'a pas forcément toujours encore trouvé cette promesse. Bon, je mets de côté les GAFA, pour qui c'est le premier cœur de métier, hein, donc qui font de la Oui. donnée, qui sont montés sur les données. Mais je parle des entreprises classiques, hein, qui représentent 99% du paysage. Et c'est à ce moment-là où on se rend compte que la donnée, on ne l'exploite pas telle qu'on devrait, mais parce qu'on a l'approche qui est plutôt inverse de partir de la donnée. On voit sur l'image ici, dès que c'était sorti, on commence à faire des analogies avec le pétrole, l'or noir, et si on continue cette analogie, on se rend compte que le pétrole lui-même, ou cet or noir, le vrai or noir, on ne l'a exploité en sa pleine puissance qu'une fois qu'il y a eu une supply chain qui était bien rodée, pour pouvoir justement capter cet or noir, mais répondre aussi à des demandes qui sont le carburant, le plastique, les pneus, etc. Et c'est à travers ces demandes, ces besoins finaux, qu'on est parti chercher la donnée, exploiter cette donnée pour la transformer, raffiner et l'exploiter, etc. Et c'est la même chose d'un point de vue IT. On parle de données, d'infobésité, etc. Et puis si on veut nager dans cette multitude de données qui fait que croître, bah, on va être perdu. Et les premiers projets de data warehouse, de data lake, etc., sont toujours enlisés parce que la donnée n'est plus fraîche, qu'elle est polluée par plein d'autres sources, etc. Et ça, c'est ce qui a fait que beaucoup de POC, beaucoup de projets se sont enlisés, n'ont pas vu le jour. Et c'est quelque chose qui est constaté maintenant aujourd'hui par tout le monde, partagé par des analystes qui ont fait des études sur tout un tas de projets plus ou moins réussis et ont dressé des constats. Voilà, de pratiquement deux tiers, trois quarts des projets n'ont pas vu le jour, hein, au-delà de l'effet technologique. On parle de tourisme, entre guillemets, c'est que je vais visiter, je vais tester la technologie, mais je ne vais pas forcément faire plus. Bon, l'effet de mode. Et de manière générale, ces initiatives, parce qu'elles ont été lancées souvent que par l'IT, pas de sponsors ou métiers, ont forcément été vouées à l'échec. Et cette réalité, elle s'explique par deux constats, et ça, c'est deux chiffres très récents de l'ASLOG dans leur étude Mhm. Supply Chain, l'ASLOG étant l'association maintenant France Supply Chain, qui ont, je dirais, mis en exergue deux chiffres, hein. Donc 23% des entreprises n'ont pas de stratégie digitale, et ça explique pourquoi pas mal de projets, s'ils sont lancés juste pour tester la technologie, c'est le cas pour la data, c'est le cas pour la blockchain, pour l'IA, etc., ne voient pas le jour. Mais l'autre chiffre, c'est que deux tiers des, 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 des projets ou des entreprises n'ont pas de compétences pour pouvoir piloter ça. Et ça, c'est important, ça nous donne deux lectures qui sont assez clés. La première, c'est la notion de maturité digitale de l'entreprise en tant que telle.
qui englobe à la fois la stratégie, la gouvernance, mais la structure organisationnelle et les ressources associées pour pouvoir gérer cette transformation digitale. Et donc, qui va utiliser la donnée comme, je dirais, un fuel, je dirais, pour pouvoir exploiter, utiliser un certain nombre de résultats. Et l'autre chose, c'est l'état d'esprit et les compétences des personnes. Parce qu'un projet data, ça ne se fait pas tout seul. Donc, il doit se faire avec des métiers, il doit se faire avec des protagonistes qui sont de divers horizons, qui ont des besoins différents et qui ont des attentes différentes. Et donc, pour ça, il faut pouvoir aussi associer à la fois des compétences managériales et techniques pour faire un peu le mix de tout ça. Et ça, c'est l'explication pourquoi beaucoup de projets n'ont pas vu le jour, ou d'un point de vue industriel, parce que c'est piloté par l'IT, piloté par des expressions de besoins qu'on considère que les métiers vont avoir, alors qu'on se met à leur place et on les implique pas forcément. Et le Mhm. résultat, c'est qu'il y a une lassitude un peu de ces opérationnels fonctionnels parce que les délais sont trop longs et on voit bien, hein, donc, beaucoup de projets data lake ont, je dirais, pris beaucoup de retard. Pour ceux qui sont sortis, ils ont fait un peu pchit, ça n'a pas délivré forcément toute la promesse parce que ça a été pris comme ça d'un angle hyper technocentrique et IT. Et ça, c'est quelque chose qui explique pourquoi cette lassitude, pourquoi aussi les fonctionnels et les opérationnels, voilà, ils évoluent aussi. On voit bien comment le monde évolue et donc les besoins évoluent, les habitudes de consommation, d'achat, d'utilisation, de travailler évoluent. Et donc forcément, il faut avoir des méthodes et il faut que les projets aussi évoluent de cette même manière. Donc, ce qui amène à des rejets d'outils parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a trop d'infos, parce que c'est décalé, et puis on va revenir à ce qu'on faisait avant. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui explique un peu le constat d'échec qu'on a pu avoir par la suite. Alors, vous parlez des métiers. L'idée, si je comprends bien, c'est de faire monter en compétence donc les équipes et les impliquer directement au cœur du projet, hein. Oui, effectivement. Donc ça, c'est le point clé, c'est de pouvoir justement déjà se remémorer que lorsqu'on parle de transformation digitale dans la supply chain, ce n'est pas juste une question de technologie, c'est une question de technologie, de processus, parce qu'il faut prendre en compte aussi comment fonctionne cette entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très important. On ne va pas raisonner pour un industriel de la même manière qu'on raisonne pour un logisticien, un retailer, etc. Il y a Ouais. aussi la problématique de la donnée, donc quelles données on a à disposition et quelles données il faut aller chercher. Et quand est-ce qu'il faut aller chercher cette donnée-là? Et après, les notions de qualité de données, sa vélocité, sa quantité, etc. Mais si on commence juste par l'angle de la donnée ou de la techno ou du process, ça n'ira pas. C'est vraiment un mélange savant entre ces quatre éléments qui sont l'humain, la donnée dont il a besoin pour, dans le cadre d'un processus particulier, et quelle technologie on va mettre en œuvre pour pouvoir alimenter tout cet ensemble. Et il y a besoin d'avoir, comme je l'ai dit, à la fois des compétences technologiques, techniques, mais aussi beaucoup de compétences d'un point de vue soft skill, la collaboration, l'état d'esprit, un peu de leadership, hein. Il ne faut pas attendre que les autres font, mais il faut pouvoir aussi je dirais, pousser les portes, travailler son projet d'un point de vue métier, aller chercher les sponsors. Et c'est quelque chose que les nouvelles générations font de plus en plus et de manière assez intuitive parce qu'ils Mm. n'aiment pas trop le statu quo. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, je dirais, c'est la bonne nouvelle. C'est ce qui apporte un peu de fraîcheur aussi dans ce monde. Et ça, c'est quelque chose de Ouais. très bien. Alors, quelles sont les étapes clés pour réussir? De quelle manière faire en sorte, on va dire, de concilier ces deux approches? Alors, très bonne question. Le fait est que le fait d'approcher les projets data ou l'exploitation de la data, donc IA, blockchain, etc., d'une nouvelle manière, c'est vraiment de prendre de la hauteur et de partir du départ. Le départ, c'est quoi? C'est l'entreprise, le COMEX, le directeur général. Parce que je me souviens dans une autre intervention, les premiers freins à la transformation digitale, c'était la direction générale. Et c'est D'accord? Jim Copy à l'époque qui avait dit ça, qui était oui, on pousse à la transformation digitale, mais on est les premiers. Pourquoi? Parce qu'on demande
des choses antinomiques par rapport à ce que c'est une transformation, une innovation digitale. On veut du ROI tout de suite, il faut qu'il soit conséquent, et donc on ne va pas investir, on ne tolère pas l'erreur, l'échec, etc., etc. Et donc ça, c'est important. Et donc, la première chose, c'est d'avoir une impulsion, que la direction générale prenne conscience qu'il faut euh, aller vers cette transformation digitale, mais avec une tolérance à l'échec. Et cette tolérance à l'échec, c'est le mode entrepreneuriat, comme on l'appelle, c'est Ouais. oui, tester des choses, mais vous pouvez avoir des échecs. Après, on ne va pas tolérer 10 fois 10 échecs successifs, mais déjà, d'un point de vue état d'esprit, d'un point de vue maturité du COMEX, tolérer ça, pousser vers ça. Et donc, c'est ce que j'appelle l'impulsion. Une fois qu'il y a cette impulsion, beaucoup d'équipes opérationnelles, terrain, qui soit IT, qui soit opérationnel métier, veulent faire des choses. Mais souvent, ils regardent en haut, ils se disent, oh, je vais me faire taper sur les doigts si je fais quelque chose et que ça marche mal. Je vais demander un investissement et si ça marche mal, ben, on va revenir vers moi pour me dire, OK, tu as mal fait, etc. Mais du coup, cette impulsion et cette démarche, lorsqu'elle est bienveillante, elle arrive je dirais, désamorcer ou à désinhiber les compétences et permettre d'initialiser l'étape d'après avec les opérationnels, donc qui sont au final les clients internes, et donc d'initialiser une priorisation des use cases. Bon, de quoi on a besoin pour faire mieux notre métier de tous les jours. C'est ça l'essence même. Et faire mieux notre métier de tous les jours, ça concerne une équipe, mais ça concerne l'entreprise en tant que telle. Hein. Lorsqu'on parle de supply chain ou d'organisation opérationnelle, réduire les coûts, optimiser, fluidifier les flux, etc. Et donc, de quoi on a besoin. Et lorsqu'on parle de ces besoins-là, pouvoir identifier, bah, OK, quelles sont les sources de données, de quelles données on a besoin, de quelles personnes on a besoin, et de commencer à expérimenter les choses. Et oui, expérimenter, pas juste pour expérimenter, mais d'avoir une expérimentation qui permette à la fois, à côté de construire ce qu'on appelle un business case, donc bon, OK, quel va être le ROI lorsque je vais passer à l'échelle industrielle, parce que des fois, il y a des ROI pour des expérimentations, mais lorsqu'on est sur l'échelle industrielle, il y a beaucoup d'autres paramètres qui entrent en jeu et qui plombent le projet. Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte dès le début. Et aussi, le point important, c'est la notion de feedback vers le programme de gouvernance lorsqu'il existe. Donc, le programme de gouvernance, il faut qu'il soit là, il faut qu'il permette aussi de pouvoir garantir un peu cette cohérence d'ensemble au niveau de la transformation de l'entreprise et d'aller vers une industrialisation qui, elle, va être portée beaucoup plus par la DSI ou une data factory lorsque vraiment il y a une forte maturité et qui va pérenniser cette logique, voire même de créer des académies derrière pour pouvoir former les gens. Et on a vu l'exemple d'entreprises qui, à travers cette transformation, ont créé des nouveaux services qu'ils ont commencé à revendre à leurs concurrents. Et j'ai des exemples en tête comme ça d'entreprises dans le retail ou même dans le génie civil qui ont créé des services comme ça, qui se sont transformés et qui ont commencé à, je dirais, monétiser même cette donnée-là, parce qu'ils ont répondu à leurs besoins propres, d'accord. Très bien. Et après, ils se sont externalisés pour répondre à d'autres besoins de leurs concurrents, de la filière, etc. Et ça, c'est hyper important. Excellent. Alors, j'ai juste une question là. Je vais vous la poser parce qu'elle vient d'arriver sur le chat. Est-ce que pour réussir tout ça, il ne faudrait pas une bonne orchestration surtout? Alors, je ne sais pas si ça répond à la question quand je parle d'orchestration. Moi, j'entends chef d'orchestre avec Oui. l'impulsion du DG pour encourager la transfo digitale en mode intrapreneuriat. Oui. Bah, l'orchestration, oui, elle est importante, mais après, ce n'est pas elle qui va initier. C'est sûr que la première chose, c'est l'évangélisation, c'est la communication vers la direction générale. Et ça, c'est hyper important, et surtout pour des projets qui vont concerner le back-office et la supply chain. La supply chain, pour beaucoup, est considérée comme du back-office. Et beaucoup, oui, lorsqu'on parlait de transformation digitale, d'IA, etc., les premiers qui s'en ont servi, c'est la relation client, c'est le marketing. Donc, eux, oui, c'était du front office, ça permettait d'avoir une image un D'accord? peu différente. Et tout ça, c'est parce qu'il y a eu une communication. On va dire, les marketeurs ont su bien communiquer vers leur direction générale. Les patrons de relations clients ont su bien poser le projet
vers leur direction générale. Mais lorsqu'on va aller voir la direction générale et dire, bon, je peux réduire les stocks de temps ou je peux optimiser les performances ou le lotif de temps, bon, faut pouvoir aussi communiquer ça. Et ça, je trouve que c'est le premier point, c'est d'abord cette évangélisation vers les directions générales pour qu'ils prennent Ouais. conscience de ça. Et après, oui, là, il y a l'aspect RH, orchestration qui se met en œuvre pour déverrouiller les personnes, choisir quels vont être les ambassadeurs, quelles vont être les personnes qui vont Très bien. pousser tout ça, etc. Marianne, merci donc à Marianne qui a posé cette question. Elle pose une autre question intéressante avant de passer à des cas concrets, à des exemples que vous allez pouvoir nous donner. Quels sont les points de blocage principaux? Bah, les points de blocage, il y en a toujours, et sinon, ce ne serait pas un réel projet s'il n'y a pas de point de blocage. Donc, déjà, la première chose, et je pense que c'est cette impulsion, et on le voit bien, quand on a quelque chose de statique, hein, cette inertie de départ, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, ça, c'est ce qui va demander beaucoup d'énergie, hein. Imaginez je sais pas, une voiture où vous enlevez le frein à main et vous commencez à pousser. C'est d'abord la première poussée qui est compliquée. Et ça, c'est cette impulsion, une fois qu'elle est générée, que la DG commence à faire ça, derrière, ça ne finit pas. Il faut aller prendre son bâton de pèlerin, commencer à recruter quelles vont être des personnes qui vont constituer des sortes d'ambassadeurs, parce que dans leur mentalité, dans leur état d'esprit, Mhm. ils veulent faire ce genre de choses. Tout le monde n'est pas euh, capable ou n'a pas l'appétence à faire des projets nouveaux. Il y en a, ils veulent rester dans leur zone de confort, mais d'autres veulent sortir, faire des nouvelles choses. Et donc là, oui, il y a besoin de communication. Derrière, il fallait aussi convaincre les gens de l'IT, des gens Ouais. pour pouvoir aussi embarquer sur le projet. Ce n'est pas quelque chose qui est juste pour le métier et donc que par les métiers. L'IT, il est là, il est prédominant. C'est juste qu'il y a un passage de relais qui va s'opérer à un moment donné. Oui, l'expérimentation, c'est menée par le métier et supportée par l'IT. Mais derrière, une fois que on passe de l'autre côté à l'industrialisation, là, c'est l'IT qui passe avec sa notion de gouvernance et je dirais, d'exploitation globale à l'échelle globale. Et pour faire le lien, un exemple, c'est vraiment quelque chose, c'est un peu le pied droit, pied gauche, hein. On ne peut pas faire sauter juste avec le pied droit ou avec le pied gauche, mais il y a une synchronisation permanente entre l'IT et le métier pour permettre justement d'avancer en toute harmonie et d'aller vers le Ouais. but qui est commun. Le but commun, c'est, bah, on sait très bien qu'une entreprise ne vit que pour avoir une performance économique qui soit toujours souhaitable, et Mhm. progression, etc. Et c'est pour montrer ce slide, et ce n'est pas de l'expliquer, mais vous voyez bien qu'il y a deux streams, deux chantiers qui peuvent se lancer en parallèle, qui existent, mais le point clé, c'est celui du milieu. C'est-à-dire que là où il y a les deux couleurs qui sont associées, c'est cet échange entre les deux streams. C'est qu'à un moment donné, il y a un échange qui se fait parce que l'un alimente l'autre. Les use cases, les expérimentations alimentent le programme de gouvernance de la donnée et, D'accord. et de l'autre côté, le programme de gouvernance de la donnée et les gens de la data, etc., alimentent les use cases et les gens du métier par des données qui sont disponibles ou pas et la nécessité d'aller chercher d'autres données par ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui se fait un peu dans les deux sens pour que ça soit une réussite. Et les freins, ben, on les voit à chaque étape, il y aura un frein, d'expliquer Ouais. pourquoi et d'expliquer comment on y arrive ensemble et pas forcément en attendant les choses des autres. J'ai une question de Thierry Philbert, mais vous avez en substance répondu à cette question. Comment assurer la conduite du changement des collaborateurs pour démultiplier un modèle? Bah, c'est ce que j'ai dit, la conduite du Ouais. changement, d'abord vers la direction générale. Et puis, lorsqu'on on pilote, on le voit ici, hein, pilotage, communication, conduite du changement, c'est quelque chose qui se fait tout le long du processus et même Hmm. après. Parce qu'une fois qu'on a fait l'expérimentation, que cette expérimentation elle a été réalisée, qu'elle a apporté des bénéfices, il faut communiquer. Il y a le savoir-faire, mais il y a le faire savoir. Et le faire savoir, souvent, on l'occulte parce qu'il y a eu un article, on a gagné les rois de la supply chain, et puis après, ça y est, ça s'est rangé dans les tiroirs. Mais non, il faut pouvoir continuer à démultiplier, d'où cet aspect lorsque je parlais ici d'industrialisation et d'académie, Mhm. et de cette notion de pérennisation, d'accord. Et ça, c'est important parce que démultiplier le modèle, c'est faire savoir ce qu'on a fait Ouais, sur un département donné, sur tout à une usine, fait. sur un entrepôt, etc. Et là, c'est d'autres équipes qui doivent prendre le relais
C'est plutôt beaucoup de communication et puis d'aller aussi refaire les mêmes choses en expliquant les tenants et les aboutissants. Et ça, c'est important. Et ça a besoin de leadership. Alors, Yacine, il nous reste 8 minutes et j'ai deux questions sur le chat que Allez-y. j'aimerais garder pour la fin. Par contre, d'ici là, j'aimerais que vous donniez quelques exemples de projets data qui ont été menés jusqu'à leur industrialisation à grande échelle. Oui, alors je vais avancer là-dessus. Donc, un exemple qui ont fait la concrétisation du schéma que vous aviez vu avant, c'est processus de production d'eau de vie. Et pareil, bon, ça existe depuis, des processus existent depuis très longtemps, depuis Mhm. des dizaines d'années. Et puis la direction générale qui se pose la question, bon, comment je peux optimiser tout ça? Il y a une disruption, il y a de nouveaux acteurs, il y a des challenges, et j'ai beaucoup de données. Et comment je peux exploiter tout ça de manière à ce que je puisse, je dirais, exploiter ces données-là pour d'abord optimiser ma chaîne de valeur, et puis derrière, de mieux connaître mes consommateurs et mes clients finaux, et de pouvoir aussi faire du demand sensing, c'est-à-dire sentir même leurs demandes avant même qu'elle arrive. Et donc, on est dans la notion de détection de signaux faibles. Et donc, c'est un projet pareil qui était mené avec les métiers, avec l'IT, avec le marketing, le RH. Donc, vraiment, c'est typiquement tous les représentants du COMEX sont là pour pouvoir partir de la vision qu'ils voient et décliner ça en cas d'usage et que les opérationnels vont pouvoir exploiter à la fois pour leur gestion de stock, mais aussi pour Mhm. pouvoir suivre le processus de maturation de la production d'eau de vie, etc. Donc ça, c'est un exemple assez concret. Et D'accord. pour faire la transition avec d'autres exemples qui ont été menés, et puis ça a été publié dans un référentiel qu'on appelle celui de le référentiel de l'entreprise apprenante. Il a été publié il y a juste quelques semaines. Et donc, c'est des interviews qui ont été faites avec les entreprises que vous voyez citer. Je ne vais pas les citer, mais j'ai sélectionné quelques points clés et quelques citations de certaines d'entre elles qui ont mené des projets de transformation de la data, ou qui ont initié des choses et qui sont à l'échelle maintenant. Ce n'est pas forcément qu'avec IBM, mais de manière générale, là, Mhm. c'est quelque chose de fait. Bon, la première chose qu'on voit, c'est une notion de symétrie d'attention. On a beaucoup travaillé sur les données au service du client final, du consommateur, mais on a oublié l'employé. Et donc l'opérateur, le logisticien, le planeur, l'approvisionneur, etc. Et donc c'est quelque chose qui commence à prendre beaucoup de sens. C'est vraiment cette notion de symétrie des attentions, et donc de faire de D'accord. plus en plus de données au service de ces personnes-là. L'autre exemple, c'est le fameux data lake, Ouais. comme pour Dont la on a parlé tout à PHP. l'heure. Ouais. Là, on voit un aspect de gouvernance et on voit le volume de données que la PHP peut être amenée à traiter, et donc la nécessité de pouvoir corréler, coordonner tout ça, orchestrer tout ça de manière à ce que ça puisse aussi avoir du sens. Donc, c'est un autre aspect, un autre prisme Mhm. de lecture. Le troisième, c'est la notion de confiance et d'éthique, et donc dans la notion aussi de pouvoir travailler sur des données de confiance, partager ces données de confiance avec un écosystème proche ou moins proche, de manière à ce que lorsque je puisse y appliquer des algorithmes d'IA ou d'analytics avancés, etc., bon, il y a une confiance dans ces données-là. Donc, ça facilite le travail que d'aller piocher de la donnée brute et d'essayer de la travailler. Et donc, ça, c'est des exemples assez clés. J'avance sur d'autres exemples qui, justement, montrent aussi l'aspect de la compétition et de partage. Et ça, c'est important. Vous avez parlé tout à l'heure de blockchain. Et donc, il y a besoin de confiance. Il y a besoin de créer de la confiance pour Mhm. partager de la donnée en toute transparence. Et ça, c'est important parce que on arrive sur des problématiques de filière, typiquement. Et donc, deux exemples de blockchain qui touchent à la filière, c'est le dernier projet avec Renault, approvisionnant de pièces détachées, c'est de pouvoir suivre la pièce depuis sa conception, et tous les fournisseurs de rang N qui sont impliqués dans cette conception, de manière à garantir, à tamponner que cette pièce elle est d'origine et qu'elle a utilisé tel type de matériaux et qu'on connaît la source de tel type de matériaux. C'est un peu Mhm. similaire à ce que
ce qu'on a fait avec Carrefour et L'Oréal et La Berry et Walmart Co, c'est créer cette notion de filière qui va suivre la traçabilité alimentaire de bout en bout, de la ferme jusqu'au rayonnage. Et ça, c'est important. Et ça utilise la donnée. Ça utilise la donnée qui a été épurée, mais qui a été sélectionnée juste pour le use case lui-même. Parce que vous imaginez bien, ça aura tout un écosystème comme ça, toutes les données là. Mais on a choisi que quelques données pour pouvoir répondre aux problématiques. Traçabilité, gestion de litige, etc. Pas plus. Le reste, on verra. Et c'est par démarche itérative et collaborative comme ça. C'est une roue qui avance comme ça, la fameuse roue de Deming, qui permet justement d'aller plus loin et à chaque fois d'avancer, de montrer ce qui se passe. Le troisième point, c'est vraiment le clé, c'est l'humain, il restera toujours en première ligne. Ouais. Tout ça, c'est pour pouvoir, je dirais, répondre à des besoins qui vont être internes et externes, mais qui sont au final exprimés par des êtres humains. Et ça, c'est important. Et donc, ça, il faut le garder en tête. Parce que si on dit on va aller pêcher des données dans un lac et puis on va en faire quelque chose, oui, bah, il y a plein de gens qui ont fait des innovations, qui ont inventé des choses, mais qui n'ont pas été consommées parce que ça n'a pas, ça n'a pas répondu à un besoin particulier. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de cette démarche inverse et puis de travailler toujours main dans la main avec l'IT pour pouvoir échanger dans les deux sens. Alors, Yacine, on a 2-3 minutes maximum. J'ai 2 questions pour vous. Je sais que c'est Merci bavard. Anne-Marie Martel d'Atlampol. C'est pas facile, hein, je sais. Anne-Marie Martel d'Atlampol qui pose cette question. Est-ce plus facile dans une PME qui est moins soumise à une organisation hiérarchique? Ça peut être plus facile dans une PME. Le problème dans une PME, enfin c'est d'expérience, c'est que pareil, hein, je connais des PME qui sont des PME familiales où le patron de la PME, il a une mentalité qui a permis à ce que son entreprise fonctionne de telle manière et puis il ne déroge pas forcément à ça. Et donc il tolère mal, et c'est une question de personne au final. Et ça, c'est Mhm. vraiment une question de personne. Donc, avant que ce soit une question d'organisation, PME, ETI, grande entreprise, c'est d'abord une question de personne. Et si la personne qui a, je dirais, la main sur le chéquier, tolère cette notion d'échec, d'intrapreneuriat, Mhm. ça, d'abord, ça déverrouille. Que ce soit dans une TPE ou une grande entreprise, ça ne changera pas grand-chose. Mais c'est vraiment une question de personne. Ok. Et Florian Azo, pour terminer, alors ça nous permettra d'élargir un peu, ou alors d'avoir une ouverture en conclusion de votre conférence. À rebours de la mondialisation, est-ce que la numérisation peut faire revenir des emplois dans une logique de relocalisation? Euh, oui, ça le peut. C'est parce que justement, on le voit très bien à chaque fois qu'il y a des révolutions technologiques. Ils ont fait un shift en termes de compétences et de prise en compte de ces compétences pour pouvoir justement travailler avec les entreprises. On le sait très bien en France, typiquement, pourquoi il y a beaucoup de multinationales qui sont implantées ici. C'est parce que ils utilisent cette ressource intellectuelle française. Il y a les moyens technologiques qui sont là pour pouvoir exploiter cette ressource intellectuelle et de créer de la valeur directement. Et on a des exemples par le passé, Internet quand c'est arrivé, le mail quand c'est arrivé, et que les assistants, les assistantes de direction qui écrivaient en sténo ou en papier, bah, il y en a qui se sont adaptés, ils se sont transformés à faire le mail, d'autres qui n'ont pas su et qui forcément se sont éteints d'un point de vue compétences avec les anciennes technologies. Puis on vit la même chose avec l'IA et avec la data. Je dirais, Ouais. demain, quand je parle aux étudiants, ceux qui sauront travailler avec l'IA vont remplacer ceux qui ne savent pas travailler avec l'IA. De la même manière, ceux qui travaillent avec Internet remplacent majoritairement ceux qui ne travaillent pas avec Internet. Je fais une généralité. Il y a beaucoup de métiers qui ne nécessitent pas d'Internet, mais on est dans une conférence IT, technique et technologique, donc c'est pour ça qu'on parle surtout dans ce spectre-là. Très bien. Merci, merci Yacine Sali, Merci à vous. consultant nouvelles technologies supply chain chez IBM. Eh bien, merci en tout cas de nous avoir expliqué votre approche pour exploiter efficacement la data donc, dans la supply chain.
Vous l'avez compris, hein, cela nécessite donc une démarche collaborative, itérative et qui implique les métiers à tous les niveaux. Le replay et sa présentation, hein, seront disponibles prochainement.